Ici Jean-François Lépine, bonsoir. Pour marquer l'anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la NASA, l'Agence spatiale américaine, lançait cette semaine sa propre course vers l'inconnu. Au cours des prochaines années, une série d'antennes paraboliques géantes déployées un peu partout sur la planète chercheront à capter tout signal provenant de l'espace. Un programme de 100 millions de dollars qui répondra à une seule question posée par la NASA. Sommes-nous seuls en tant qu'êtres humains dans l'univers ou sommes-nous isolés pour toujours? Eh bien, aujourd'hui, au Point, nous interrompons notre couverture des choses terrestres, comme le référendum, pour tenter, je dis bien tenter, de répondre à cette question. Il y a quelques mois, une équipe du Point est allée voir ceux, et ils sont nombreux, vous le verrez, qui croient à une forme de vie extraterrestre. La Terre, notre planète, est un satellite du Soleil. Le Soleil, notre Soleil, n'est qu'une des 400 milliards d'étoiles de notre galaxie. Il est donc plausible qu'autour de quelques-uns de ces soleils, une forme d'intelligence se soit développée sur une autre planète Terre. Nous sommes dans le désert Mojave, en Californie, un des joyaux de la NASA. Depuis le matin du 12 octobre 1992, ce radiotélescope de 34 mètres est jumelé à d'autres radiotélescopes. Ils forment un réseau planétaire soutenu par de puissants ordinateurs. Leur mission? Fouiller le ciel à la recherche de messages intelligents pouvant nous parvenir d'aussi loin que 100 années-lumière. Notre projet a reçu 100 millions, amortis sur 10 ans. C'est un modeste budget pour la NASA. Nous allons sonder 16 millions de canaux. Le Sherlock Holmes du ciel, c'est le docteur Michael Klein. Il est le directeur du projet pour le Jet Propulsion Laboratory. Il me semble inconcevable qu'il n'y ait de la vie que sur Terre. Je rêve du jour où on pourra en savoir davantage. Pendant que l'administration américaine ouvre toutes grandes ses oreilles électroniques aux messages éventuels, ils sont des millions, les habitants de notre planète, à croire et à affirmer que déjà nous sommes régulièrement visités par des étrangers dont on ne connaît pour l'instant que le nom du véhicule, l'OVNI. Une personne sur deux affirme croire à l'existence de ces objets volants non identifiés. Pourtant, la majorité des gouvernements nient ou ignorent le phénomène. Les nombreux trucages comme ceux-ci contribuent à discréditer le dossier. Stanton Friedman est un physicien nucléaire qui a mis des années à essayer d'obtenir du gouvernement américain les dossiers secrets montés sur les ovnis. Il s'intéresse notamment à ceux qui se seraient écrasés à Roswell, aux États-Unis. Il s'agit d'un Watergate cosmique. Les gouvernements des États-Unis et du Canada savent qu'en 1947, il y a eu 2 écrasements de vaisseaux spatiaux au Nouveau-Mexique, avec des cadavres d'extraterrestres. Il existe 18 documents sur les ovnis aux États-Unis. Nous en avons fait la demande par le biais du droit d'accès à l'information, mais on nous les a refusés. L'information est secrète. Nous sommes allés à la Cour suprême, sans succès. Grâce au droit d'accès à l'information, nous avons obtenu un document de 21 pages. Le voici. Ceci est un document officiel top secret. On s'attendait à une certaine censure. Les premières pages, ça peut aller. Mais si on continue plus loin, il ne reste plus rien. Tout a été rayé. Il n'y a aucun doute que les États-Unis retiennent volontairement de l'information sur les ovnis.
Il y a 3 types de contacts avec les ovnis. Le contact visuel, c'est ce qu'on appelle une rencontre du premier type. Établir la communication, une rencontre du deuxième type. Et enfin, un contact physique, c'est ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Le 2 juillet 1947, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Roswell, dans l'État du Nouveau-Mexique, un événement exceptionnel se serait produit. Au cours de la soirée, ici, dans ce pâturage, ce qu'on appelait à l'époque une soucoupe volante se serait écrasée. L'armée américaine, appelée sur les lieux, a récupéré de nombreux débris qu'elle a rapidement fait disparaître. Depuis, aucune trace visible de cet incident et les autorités militaires gardent le secret. Mais il reste encore des témoins et certains d'entre eux ont accepté de parler. En 1947, Walter Haut était un jeune lieutenant de l'armée américaine chargé de l'information dans l'État du Nouveau-Mexique. Le 8 juillet 1947, c'est lui qui rédigea le communiqué officiel dans lequel l'armée affirmait qu'une soucoupe volante s'était écrasée quelques jours plus tôt dans la région de Roswell. Les forces aériennes américaines avaient en leur possession une soucoupe volante. J'en savais pas plus, j'ai simplement transcrit les mots du commandant en faisant quelques retouches ici et là. J'ai rédigé un communiqué de presse, voilà. Est-ce que l'armée a émis un second communiqué? Oui, le même jour, les militaires ont déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une soucoupe volante, mais d'un ballon météorologique. Ce qui faisait l'affaire de tout le monde. Mais pourquoi le gouvernement cacherait-il toujours les faits? Après toutes ces années, il est difficile pour les militaires d'avouer « oui, nous avons menti ». Glenn Dennis, un ami de Haut, travaillait ce 8 juillet 1947 au salon funéraire de Roswell. Il se souvient d'avoir été consulté par les militaires au sujet de petits cercueils d'environ 1 mètre de long. Une demande inusitée. Il se rend au camp. Un capitaine d'environ 6 pieds m'a accroché et m'a dit « Il ne s'est rien passé ici. Il n'y a jamais eu d'écrasement. » Si tu dis le contraire, tu auras affaire à nous. Pendant qu'il me parlait, il me poussait l'épaule. Glenn Dennis a rencontré sur les lieux une de ses amies, infirmière militaire. Elle m'a dit qu'elle avait fait l'autopsie avec 2 autres médecins de 3 petits cadavres mutilés. Elle me les avait dessinés. Malgré ses recherches, Glenn Dennis n'a jamais retrouvé cette infirmière. Selon l'armée, elle serait morte. C'est avec les événements de Roswell que la saga moderne des ovnis en Amérique du Nord a commencé. À cette occasion, l'armée américaine et plus tard le Pentagone ont monté un dossier secret appelé Projet Blue Book. Le projet fut interrompu en 1969. Jamais personne n'y a eu accès et les secrets qu'il contient n'ont fait que nourrir les inquiétudes et l'imagination populaire. Un congrès comme celui-ci, c'est l'occasion idéale de se renseigner. C'est aussi l'occasion unique d'étendre les réseaux et de se gagner des fidèles. Les conférenciers sont souvent plus troublants que critiques et la religion ovniaque regorge évidemment de mystères. Сначала похищенных, то есть живых людей, а потом найденных через несколько дней после похищения,
показывает, что в основном они были разрезаны вдоль, разъяты и что вынуто изнутри. В принципе ничего, только узлы внутренней секреции и половые железы. Кому-то нужна наша жизненная сила. Le phénomène des ovnis et des extraterrestres intéresse quelques scientifiques comme Jacques Vallée. Informaticien et astrophysicien, Vallée enquête depuis plus de 30 ans sur ces questions. As a scientist, I've come to the conclusion that a genuine Russian phenomenon exists. It is physical, and it is unexplained. Son sérieux, sa crédibilité servent souvent de caution morale à ces réunions plus ésotériques que scientifiques. Ce soir-là, Jacques Vallée allait assommer ses admirateurs. The abduction theories make for good television entertainment, but for very bad science. Jacques Vallée en veut surtout à cet homme. Bud Hopkins est un artiste peintre de New York qui, depuis 1964, enquête empiriquement sur les présumés enlèvements dont les extraterrestres seraient les auteurs. Ce soir-là, il a révélé un cas d'enlèvement spectaculaire. L'artiste peintre présente à la foule Linda, cette New-Yorkaise que les extraterrestres auraient aspirée hors de son appartement du 12e étage au cœur de la ville. Elle aurait même subi aux mains des extraterrestres l'implantation dans les parois nasales d'un objet métallique par lequel les envahisseurs pourraient maintenant la repérer et la contrôler. Oh, memory. No, I have to be with Red. Get her out of here. Okay, see you. Come to Toronto. Okay. Are you interested in new cases? But not this man. Bud Hopkins est un autodidacte de l'hypnose et il saura nous faire régresser jusqu'au jour où, pour la première fois, les extraterrestres nous ont contactés et sans doute enlevés pour quelques heures. Les défenseurs de cette théorie prétendent qu'à ce jour, 9 millions d'Américains auraient été enlevés par des extraterrestres. Ces recherches sont non seulement non scientifiques, mais elles vont dans un sens qui pour moi est révoltant au point de vue moral, parce que l'hypnose est utilisée d'une manière totalement incompétente pour forcer le témoignage des victimes, qui sont réelles, qui ont véritablement vu un phénomène intéressant, mais on force leur témoignage dans un cadre qui n'est absolument pas vérifiable et qui n'est certainement pas scientifique. Un homme de science claque la porte. Les militaires se taisent. Le gouvernement ferme les yeux. La place est libre pour les apprentis sorciers et les opportunistes. À la frontière de l'Oklahoma et de l'Arkansas, les habitants de nombreux villages affirment être l'objet de centaines d'enlèvements depuis 1987. On est ici au cœur de l'Amérique rurale profonde, à l'extrémité du Bible Belt, où les preachers sont presque aussi nombreux que les tornades. This is the house where one of our most critical cases took place. La famille qui habite cette maison a été visitée par des extraterrestres. La mère et l'enfant ont été enlevés. Le vaisseau est apparu au-dessus de cet arbre. Tout comme Bud Hopkins, Barbara Bartolick est une artiste. Dans son quartier de Tulsa, en Oklahoma, elle nous a pointé une trentaine de maisons dont les occupants auraient été enlevés par les extraterrestres. Aujourd'hui, on vient de partout pour lui raconter son histoire. Une nuit, on m'a amené dans un laboratoire souterrain. J'ai vu plusieurs rangées de grandes cuves placées sur un convoyeur. Un jeune homme d'environ 30-35 ans, de belle apparence, était suspendu par les pieds et son sang coulait dans cette cuve. Barbara a fait régresser plus de 300 personnes par une technique semi-hypnotique. Your eyeball comes down here. This hole.
Okay, it's okay, it's okay. And they're brushing behind it. They're scraping behind it into it back in. And that hurts very, very much. Ils sont gérants de crédit, grands-parents, chômeurs, professeurs d'université, détectives privés. Ils ont accepté de témoigner devant notre caméra. Les séances d'hypnose de Barbara m'ont aidé à me souvenir de mes rencontres avec des extraterrestres qui me faisaient visiter leurs abris souterrains. Taking me to two underground caverns. They need human body parts. Ils ont besoin de chair humaine pour vivre. Sans humains, ils mourraient de faim. As sickening as that sounds. Well, can you understand now why the authorities that know this don't? Vous comprenez pourquoi le gouvernement nous garde dans l'ignorance. Nous servons d'aliments aux extraterrestres. We were food for aliens. Leur histoire est toujours la même. En passant de l'une à l'autre, nous n'inventons rien. My grandmother and myself were abducted together, and both of us were raped. Ma grand-mère et moi, nous avons été enlevés par des êtres reptiliens qui nous ont violés. By reptilian beings. Ces récits ressemblent à du délire paranoïde. Peut-être que j'ai des problèmes de santé mentale, mais je ne suis pas un menteur. Quand le secret s'ajoute au mystère, il n'est pas étonnant que les fabulations s'amalgament aux analyses scientifiques et que les charlatans se mêlent aux savants. Nulle part au monde n'a-t-on encore entrepris ouvertement et sérieusement une analyse systématique du phénomène des ovnis. Nulle part, sauf peut-être en Belgique. Et lorsqu'on est arrivé sur l'autoroute, j'ai dit, regardez, voilà un Boeing qui atterrit à Vierzey. On voit très nettement, on supposait sa masse sombre, et on voit très nettement les feux d'atterrissage. Et puis alors, un peu plus loin, il m'a dit, ça ne bouge pas, ton histoire. Hein? Ton avion ne bouge plus. Non, j'ai dit, ce truc-là ne bouge pas. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et le bonhomme, en ayant vu ces feux, a dit, mais je te l'avais dit, c'est l'OVNI. Dans la soirée du mercredi 29 novembre 1989, en quelques heures et dans une région très limitée, au moins 125 cas d'observation ont été rapportés. Ce fut le début de ce qu'on a appelé la vague belge, une vague qui allait durer 1 an et demi. En Belgique, quand on pense avoir vu un ovni, on contacte la SOBEPS, la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Je crois qu'il y a près de entre 1000 et 1200 rapports d'enquête ici. Ça, c'est uniquement lors de la vague? Oui, ce sont tous des cas qui ont fait l'objet d'une enquête sur le terrain. De 89 à 91. 89 à 91. Ici, on est bénévole, structuré et sérieux. Un peu à l'image de Lucien Clairbeau, le fondateur de la société. Ce commerçant de timbres de 48 ans n'en fait ni une science, ni une religion. Depuis 1971, les enquêteurs formés par la SOBEPS ont mené plus de 1200 enquêtes. Il y a beaucoup d'observations dans le monde, mais une telle masse d'observations rapprochées ici, portant bien sur des objets et pas sur quelques vagues petites lumières vues de loin, font qu'il faut tout de même bouger et essayer de faire le maximum pour en avoir des images. Des milliers de personnes peuvent avoir vu. Nous connaissons à peu près 5000 témoins. Disons que nous avons 2500 cas. Nous avons essayé de solliciter les autorités, le ministre Com, le ministre de la Défense. Varem, c'est une petite ville où tous les samedis matins, le maire accueille les citoyens.
Guy Combes est également vice-premier ministre du pays. De 1988 à 1992, il était ministre de la Défense de Belgique. C'est lui qui a autorisé l'armée de l'air de son pays à collaborer avec la SOBEPS. D'abord, il y avait à cette époque-là en Belgique une véritable phobie. Tout le monde voyait des ovnis. C'était inouï. Et même parmi les parlementaires. Ah oui? Ça permettait aussi de lever un peu la pression. Je pense également qu'il était au fond important pour l'armée de démontrer que ce n'était pas un avion super sophistiqué qui s'entraînait ici au-dessus de la Belgique. Donc voilà les différentes raisons qui, à l'agnostic que je suis en matière d'OVNI, m'ont poussé à le faire. Je ne le regrette pas, mais ceci dit, on n'a pas apporté la lumière, le mystère reste entier. Ouais. Mais depuis, on ne voit presque plus d'OVNI au-dessus de la Belgique. Ils ont eu peur, peut-être. De l'armée belge. L'armée de l'air belge fut mise, d'une certaine façon, en état d'alerte OVNI. C'était à l'hiver 90. Dans la nuit du 30 au 31 mars, 2 intercepteurs F-16 décollaient de la base de Beauvechain. Leur mission, aller à la rencontre d'un mystérieux objet volant non identifié, dont la présence avait été signalée peu auparavant par plusieurs témoins oculaires, dont des gendarmes. Les témoins décrivaient tous le même objet, un grand triangle doté de sources lumineuses à chacun des angles. Alpha Alpha 754. Cette nuit-là, le ciel est dégagé. Les pilotes n'ont aucun contact visuel avec l'OVNI. Au retour, l'analyse de la bande vidéo du radar de chacun des 2 avions révèle une information incroyable. Cette image, la voici. Chacun des F-16 avait capté un écho-radar qui témoignait de la présence d'un objet non identifié, dont l'accélération et la décélération étaient fulgurantes. Ici, on voit qu'en 1 seconde, l'objet inconnu passe de 150 à 560 nœuds. En conférence de presse, le colonel de Brouwer expliquait que le commandement était médusé devant un tel phénomène. De plus, les accélérations observées sont absolument sensationnelles, il paraît-il. Absolument. Si vraiment il y a eu des objets en l'air, puisqu'il faut quand même être prudent, s'il y a eu des objets en l'air, ce n'était certainement pas des F-117 ou des B-2, puisque les performances enregistrées étaient tout à fait en dehors de l'enveloppe normale des performances des avions connus. Par contre, nous pouvons dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. On a eu des concordances entre les observations radar, sol, et les observations radar des avions de chasse, qui se sont passées en même temps avec les observations visuelles au sol. Cette collaboration ouverte et publique des militaires avec un organisme intéressé aux OVNI est une première mondiale. C'est grâce à cet homme, le professeur Auguste Meessen, que la jonction s'est faite entre la SOBEPS et l'armée de l'air. M. Meessen est un physicien renommé de l'Université catholique de Louvain. Associé à la SOBEPS, il s'intéresse aux OVNI depuis plus de 20 ans parce que, comme scientifique, il croit que c'est son devoir d'essayer de trouver des réponses à des phénomènes inexpliqués. Ce qui est important, c'est que moi, je suis critique vis-à-vis de mon travail. Non, le problème extraterrestre, dans le cadre où on se trouve aujourd'hui, a des implications plus profondes. Parce que c'est vrai, et c'est même l'obstacle essentiel, je crois, dans le monde scientifique, si il s'agit d'une technologie d'origine extraterrestre, nous ne comprenons absolument pas comment c'est possible de venir jusque chez nous. Il faut bien le reconnaître. Mais est-ce que cela est une raison suffisante pour dire, alors ce qui se passe chez nous, qui a été vu par des milliers de témoins, il ne faut pas s'en occuper, il faut se fermer les yeux, et il faut fermer les yeux de autres qui veulent regarder. Ça me semble pas justifié. Mais quand vous avez beaucoup d'observations où un même type de phénomène apparaît à différents endroits dans le monde, des témoins complètement indépendants,
ça devient plus important. Des témoignages crédibles, il y en a plein. À plusieurs reprises d'ailleurs, plusieurs personnes ont vu en même temps le même phénomène. C'est le cas de Martine Matagne, speakerine à la radio-télévision belge. Le 21 janvier 1991, à 21h30, elle roulait en voiture avec son ami en direction de Namur. Tous les deux ont vu la même chose au même moment. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de ces lumières, en fait, on s'aperçoit que ça ne pouvait pas être un avion. Tout d'abord parce que ce n'étaient pas les lumières habituelles d'un avion. C'était deux gros spots bleus dirigés vers le sol. Et ensuite, parce que ça ne bougeait pas. Enfin, au fur et à mesure qu'on s'approchait, on avait l'impression que c'était tout à fait statique. Et tout doucement, cet engin est reparti donc, dans la direction contraire à la nôtre, c'est-à-dire en direction de Bruxelles, mais vraiment comme sur un nuage, tout doucement, tout doucement. On l'a perdu de vue, on est reparti sur cette autoroute, et mon ami et moi, je me souviens, on se disait rien, sauf que quand même au bout de 5 minutes, il est irlandais, et il racontait qu'il m'a dit un seul mot, il m'a dit « Well, that's it, I've seen a UFO ». Parmi les témoins, un jeune homme. On connaît son nom, mais il désire garder l'anonymat. Le 7 avril 1990, à Petit-Rechin, dans la province de Liège, il prend cette photo exceptionnelle. Une pièce de résistance au dossier de la SOBEPS. L'École royale militaire de Belgique s'y intéresse. La SOBEPS confie la diapositive originale à ses spécialistes du traitement de l'image. Le professeur Marc Acheroy, docteur en sciences appliquées et professeur de la chaire d'électricité, analyse depuis plusieurs mois le document photographique. C'est ce qu'on appelle de la restauration d'image, au sens où on essaye de restaurer l'objet au même titre que l'on essaye de restaurer un chef-d'œuvre d'un peintre. Donc en respectant l'objet. On n'essaye pas de l'améliorer, je veux dire par là. Alors si vous regardez ici, eh bien, cette méthode permet de faire apparaître dans la composante bleue, qui est très sensible à toutes les masses sombres, la masse triangulaire de cet ovni. Il y aurait donc un appareil triangulaire qui supporte ces lumières. Qui supporte les lumières. C'est ce que fait supposer cette diapositive en tout cas, c'est la composante bleue en tout cas. Pratiquement quand on regarde le bruit, il y a une continuité du bruit depuis là où il n'y a pas d'objet et là où il y a un objet. Qu'est-ce que vous appelez le bruit? Cet effet de neige que vous avez sur le document. Et ça, pour essayer de le simuler par des artifices, je ne sais pas lesquels, ce serait très difficile, sauf si on est spécialiste. Or, ce n'est pas le cas de la personne qui a pris la photo. Et quelle sorte d'appareil avait cette personne? Vous l'avez, l'appareil? J'ai l'appareil ici. Le laboratoire ici a racheté l'appareil. On espère faire plusieurs mesures sur cet appareil. Cet appareil, c'est un appareil Praktica DX20. C'est un bon appareil d'amateur, équipé d'un zoom et d'un filtre ultraviolet. Dans la région, l'histoire des ovnis est devenue un sujet courant de conversation. Dans les rues de Verviers, ce matin-là, nos questions ne semblaient pas étonner les citoyens. La vague d'OVNI, oui. Pour moi, oui. Moi, je suis pas sceptique, quoi. Toi? Non, bah, pourquoi pas. J'y crois, moi. Alors, si. Et vous? Vous y croyez à la vague d'OVNI? Oui, 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 absolument. Oui. Si on va bien sur la Lune, il y en a bien qui viennent ici, non? Pourquoi pas? C'est possible que ça existe. Oui. Et même probable. Tant que moi, je vais dire, je ne l'aurais pas vu, mes propres yeux, je n'y croirais pas. Ils existent, c'est certain. Ils viendront un jour avec nous. On ira chez eux, ils viendront chez nous. Qu'est-ce qu'on fera ensemble? L'amour. Au moment où Colomb a découvert l'Amérique, des mots comme l'espace, le temps, le pouvoir, la vie, tout ça a changé de sens. Si un jour on découvre que nous avons là-haut de nouveaux voisins, nos codes, nos valeurs, nos religions, notre philosophie, tout sera bouleversé. Tout, y compris l'espace, le temps, le pouvoir et la vie.
Voilà. Demain soir, au point, nous revenons à notre bonne vieille réalité d'ici. Entre-temps, n'oubliez pas SRC Bonjour, demain matin, 7 h. Bonne fin de soirée. À bientôt.